Et quand on commence à l'âge de 11 ans comme ça, pareil, ça représente combien de temps dans la semaine? Ouais, on va dire tous les 2 mois des week-ends, donc vraiment camper et tout. C'est pas toujours réparti équitablement parce que du coup en hiver on évite un petit peu de temps en temps, sauf si c'est vraiment une volonté de les faire partir, voilà, camper avec de la neige ou quoi que ce soit. Mais sinon voilà, et puis il y a le camp pendant l'été qui dure 2 semaines en général. En tant qu'étudiant, on commence à un peu toucher au monde du travail, commencer à réaliser nos premiers CV, etc. Et donc on se demandait vraiment comment on pouvait faire concrètement pour valoriser nos heures que nous donnons au scoutisme et en général à notre engagement dans le bénévolat. Parce c'est vrai qu'on a du mal à faire reconnaître ce temps, même les acquis qu'on apprend au sein du scoutisme, par exemple à gérer une équipe, à tenir un budget, à prendre contact avec des personnes. Donc souvent on met qu'on est membre d'une association, mais je ne sais pas si c'est vraiment reconnu de la part des entreprises, si elles prennent vraiment ça en compte et pour justement quelque chose de positif. Moi je trouve que pas assez, donc je suis d'accord avec votre interrogation. J'aimerais travailler d'ailleurs là-dessus, y compris pour faire en sorte, on en discute beaucoup avec ma collègue en charge de l'enseignement supérieur, que le volontariat soit davantage reconnu dans les notations dans les études supérieures. Ça l'est dans certaines grandes écoles qui ont pris le tournant, Sciences Po Paris par exemple, ça marche comme ça, mais dans les universités c'est pas encore le cas, donc j'aimerais bien qu'on avance là-dessus. Après, s'agissant des entreprises, moi comme employeuse, entre guillemets, quand je reçois des CV, moi j'y prête une très grande attention, hein. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs qui doivent y prêter de l'attention. Pour moi ça fait quand même la différence de voir qu'un jeune ose s'engager. Ouais, ose s'engager, c'est investi comme bénévole, enfin voilà, c'est pas anodin. Est-ce qu'il faudrait le formaliser davantage encore? C'est une question qu'on peut se poser, mais aujourd'hui j'ai plutôt le sentiment que déjà c'est une valeur ajoutée, clairement. Et d'ailleurs on voit par exemple, on a quelques analyses sur les jeunes qui ont fait un service civique, j'en ai vu à la sortie, ils ont quand même des taux d'emploi plus élevés, plus importants, donc ça dit quand même qu'eux-mêmes ont pris confiance en eux suffisamment pour bien se vendre d'une certaine façon, mais aussi qu'on leur accorde une confiance aussi plus importante. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à trouver du temps lors de mon activité, lorsque je réalise mon activité professionnelle. Donc, je travaille dans l'informatique pour les hôpitaux. Je me déplace énormément en France. Je n'ai pas forcément le temps, au jour le jour, de me dire que je vais pouvoir prendre le temps d'aller faire un camp scout, par exemple, pendant l'été, de 15 jours, 3 semaines. Peut-être parce que si mon employeur ne comprend pas les contraintes que ça impose. Bien sûr, il est fier comme vous avez dit, de ma ligne sur le CV en marquant que j'ai été scout pendant 15 ans. Bien sûr, pour moi c'est un plus, pour lui c'est un plus, parce que ça lui montre que je peux m'engager et que j'ai pas peur de passer du temps sur des choses concrètes. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est comment on peut essayer de faciliter les salariés, à ce que les salariés aient du temps pour venir s'engager de manière bénévole, aussi bien sûr chez Scouting Guide de France, mais ailleurs dans d'autres associations d'éducation populaire, comme vous dites. En fait, les solutions, elles sont déjà dans la loi, c'est juste qu'elles ne sont pas connues. Parce que par exemple, le congé de bénévolat, le congé d'engagement, il existe, hein. Mais ça faisait partie de mes réflexions que d'essayer d'avoir une grande campagne d'information sur ces sujets. Et puis ensuite, il faut aussi faire en sorte que les managers dans les entreprises, ils valorisent justement dans le parcours professionnel de leurs agents le fait qu'ils se soient arrêtés plutôt que de considérer que c'est problématique ou que ça doit les léser. Donc ça, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec des entreprises pour qu'elles prennent des engagements. On peut rédiger ensemble un texte avec un certain nombre d'entreprises pour qu'elles prennent des engagements de valoriser d'heures de bénévolat, dans la notation, etc., les heures de bénévolat. Parce que je ne pense pas que ça passe par un durcissement de la loi. Non, mais c'est pas forcément mieux faire ça que connaître. Ouais. Je pense qu'il faut mieux faire connaître auprès des salariés ce qui existe dans la loi. Et franchement, le congé d'engagement, il existe. Mais il faut aussi mieux inciter les entreprises à valoriser
Et notamment, par exemple, en travaillant avec elles sur tout le mécénat de compétences, c'est-à-dire la mise à disposition de leurs salariés pour conduire des chantiers d'intérêt général, etc., avec les compétences qui sont les leurs. C'est un beau chantier, on va y travailler. Vous pourrez compter sur nous parce que Ouais. c'est effectivement nous une question très clé dans le mouvement. Quand on a 17 000 bénévoles, par exemple, il n'y en a aucun qui aujourd'hui a réussi à faire reconnaître ce bénévolat en tant que mécénat de compétences. On a des difficultés avec aujourd'hui, c'est très bien le fait que des jeunes fassent des stages, mais le fait que comme ils ont leur stage en juillet, août, ils ne peuvent pas prendre de congé pour et puis s'occuper des enfants et des jeunes qu'ils ont tout au long de l'année et partir en camp. Et donc là aussi, il y a des réflexions sans doute à mener pour assouplir et sans doute faire connaître ces principes. J'ai pas vraiment l'impression en fait qu'il y ait, à part au sein de notre association, de réelles politiques qui soient menées par rapport à ce concept d'éducation des jeunes par les jeunes que nous on préconise chez les Scouts et Guides de France. Et j'aimerais savoir ce qui existe réellement, ce qui est en projet, voilà, pour être un peu plus éclairé. Si, en fait, il existe des choses, mais c'est ce que je disais dans mon discours, elles méritent d'être soutenues. Et je me suis engagée quand même à ça dans une période dont on sait que pour les finances publiques, c'est quand même pas évident. Donc ce que je disais tout à l'heure était important. Je me suis engagée à soutenir davantage les associations d'éducation populaire. Parce que pour répondre à votre question, il y en a d'autres à côté des scouts. Donc oui, il y a un besoin de les soutenir qui passe d'abord par une reconnaissance. On en parle assez rarement publiquement. Je trouve que déjà il y a un besoin de communiquer, vous permettre, le reportage qu'on a vu tout à l'heure, vous permettre de donner à voir au grand public ce que ça vous apporte, ce que ça a changé dans votre vie. Déjà ça donne envie à plein de jeunes ou de parents d'envoyer leurs enfants. On va leur donner la parole à travers les mouvements d'éducation populaire 6 mois avant pour qu'ils portent des conclusions ambitieuses et ensuite que les gouvernements d'une certaine façon soient mis face à l'ambition de la jeunesse pour ne pas être eux trop bas. Ce type de démarche, il faudrait qu'on l'ait à chaque fois qu'on s'apprête à adopter des textes qui vont concerner la génération future, quoi. Et donc moi, par exemple, là, je suis en train de finaliser les outils qui vont nous permettre, à chaque fois qu'on s'apprête à adopter un texte de loi qui peut avoir des incidences sur la génération à venir, d'avoir ce qu'on appelle une étude d'impact pour que, en amont, on se rende compte si ce texte va creuser les difficultés des jeunes, si au contraire il ne pourrait pas améliorer leur situation, etc. Et qu'à chaque fois on intervienne en temps utile avant que ce soit trop tard. Donc c'est cette capacité à toujours se poser la question à la fois de l'intérêt des jeunes dans tout ça et de laisser la parole à ces derniers pour l'exprimer, cet intérêt qui est quand même la meilleure façon de ne pas se planter. Je trouve dommage que le service civique ne soit pas aussi connu, que ça ne soit pas aussi développé. Rares sont ceux qui connaissent le service civique. Et je voulais aussi vous dire que, en fait, côté administratif, on n'a pas vraiment de statut concret. On n'est ni salarié ni bénévole, mais par exemple, juste pour aller à la CAF déclarer notre statut professionnel, on ne sait pas dans quelle case nous mettre. Et en fait, ça nous frustre. Donc on voulait savoir si dans le futur, on aura vraiment un statut concret, défini. Voilà, vu qu'on n'est pas salarié, on n'est pas bénévole, on est un peu perdu. Bon, d'abord, c'est vrai que j'aurais peut-être dû revenir plus longuement dans mon propos tout à l'heure sur le service civique, mais peu importe ce que j'ai pu dire ici, ce qui est sûr, c'est que moi je suis une ardente défenseuse du service civique. Donc, je peux dire que l'engagement d'en avoir 100 000 en 2017, je bataillerai pour qu'il soit respecté, qu'on le fasse. Et je vois bien, c'est incroyable ce que ça apporte le service civique aux jeunes en fait. Vraiment, j'en ai de plus en plus conscience. Moi je me dis qu'on vit dans une société où finalement ce qui fait souffrir les jeunes, c'est qu'on leur parle trop d'un modèle unique dans lequel on fait des études, puis à la sortie des études on trouve un boulot et puis finalement tous les jeunes qui qu'ils aient fait des études ou pas, trouvent pas le boulot dont on leur a toujours parlé, se disent merde mais j'ai gâché ma vie quoi. Je suis une génération sacrifiée quand au bout de 3 ans, 4 ans, ils n'ont toujours pas ce job et cette entreprise, cette fonction publique qui leur ouvre la porte. Et il faut qu'on arrête avec ce modèle unique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un discours dans lequel on fasse comprendre à tout le monde que ça peut être même un enrichissement
et pas un pis-aller, un enrichissement que d'avoir un temps de transition pendant lequel on peut s'engager, faire une année de service civique, partir à l'étranger, faire de la vie associative, du bénévolat, faire des stages même pour finalement aller voir différentes expériences. Évidemment, il faut qu'il y ait quand même les moyens de l'autonomie qui soient donnés aux jeunes pendant qu'ils font tout ça. L'idée, c'est pas qu'ils s'appauvrissent de façon générale, mais que cette période de transition, il faut arrêter de la vivre douloureusement, qu'elle peut être vraiment une période enrichissante. Et nous-mêmes, dans notre discours, il faut qu'on le porte ça. Parce que c'est ça qui va redonner confiance aux jeunes aussi, c'est de se dire, mais en fait, j'ai un peu de temps devant moi. Si la crise fait qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois en ce moment, soit d'abord je peux penser à créer moi-même mon activité, soit je peux me dire que je fais autre chose, j'enrichis mon CV et puis je refrapperai aux portes des entreprises dans 1 an ou dans 2 ans. Donc cet état d'esprit-là, la bonne façon de le déployer, c'est de faire en sorte que toutes ces expériences alternatives, elles soient rendues possibles pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, le service civique, on va atteindre normalement les 35 000 en 2014, ça reste encore restreint. Donc il faut vraiment qu'on en augmente les possibilités. Et après, sur le côté un peu administratif, quel statut, etc., je trouve que ça rejoint la première question. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi il faudrait absolument aujourd'hui être soit salarié, soit étudiant ? C'est justement ça, il faut qu'on s'habitue tous à penser que cette période de transition pour les jeunes, qui dure de plus en plus longtemps, elle peut être vraiment faite de multiples expériences qui n'ont pas à rentrer dans des cases. Mais que derrière, quand il y a besoin d'accompagnement, y compris financier, on puisse trouver des solutions qui ne soient pas forcément les mêmes solutions plaquées pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a des jeunes qui peuvent se permettre d'avoir 2 ans de transition, où ils vont de stage en stage, avec une famille qui a les moyens de les soutenir, puis il y a des jeunes qui, dans la même situation, n'ont pas les moyens. Donc, et puis il y a des jeunes dont la famille a les moyens, mais que la famille ne suit pas pour des tas de raisons aussi, ça existe aussi. Donc il faut qu'on arrête de calquer des solutions toutes faites et qu'on individualise un peu plus nos réponses. Darling.